je vous propose une petite intervention sur, comme vous le voyez clairement sur cette image, retour et perspective analytique CCCCC. Pour démarrer, je voulais vous faire sourire à travers cette image produite évidemment par intelligence artificielle. Vous vous en doutez, j'ai tapé juste un prompt avec le titre de la conférence dans DALL-E, qui est un des algorithmes qui nous permet de créer, de générer comme ça des images. Et c'est assez amusant l'image comme ça qui m'a généré immédiatement, en quelques secondes on va dire, puisque vous savez comment ça marche. Alors je ne vais pas vous parler d'IA particulièrement ce matin, mais c'est intéressant aussi par rapport à tous les enjeux sciences, société et technique, innovation, création. Et donc voilà, pour Dali, le titre de mon intervention, ça se traduit par ce troupeau de mâles blancs. Alors il y a juste une dame à droite, deux dames sur la droite, mais sinon on est plutôt sur des hommes en costume assez âgés qui se dirigent vers je ne sais pas quoi dans un grand hall qui pourrait peut-être faire penser à une cité des sciences. Bref, je ne vais pas continuer l'exégèse de cette image, mais ça m'a amusé. Alors, ce que je vous propose pour cette intervention, c'est de revenir, et merci Philippe pour ton intervention que j'ai suivie avec un très grand intérêt, et on va vraiment être en écho, donc ça c'est très sympa. Revenir, je voudrais revenir 2 secondes sur cette origine de la CST, puisque Marie-Christine, tu l'as dit, Grenoble a joué un rôle. Alors, il n'y a pas que Grenoble, hein, je le dis tout de suite, qui a joué un rôle dans cette histoire, mais comme on est à Grenoble, parlons-en. Et puis, puisque mon intervention va porter en fait sur les différents modèles d'action dans les CCSTI, dans la culture scientifique, bien sûr, on ne pourra pas éviter de revenir 2 secondes sur le modèle du déficit et puis parler de deux tournants, enfin le tournant de la participation qui est quelque chose d'assez admis aujourd'hui, et puis je voudrais proposer l'hypothèse d'un tournant du sensible que nous sommes en train de vivre. Et pour conclure et ouvrir la discussion aussi avec vous, revenir peut-être sur l'enjeu des finalités de la culture scientifique. Alors, pour démarrer, vous voyez mes images qui changent là, j'espère. Ok, donc pour démarrer et dans la suite de ce que tu nous as dit, ce que tu as rappelé, Marie-Christine, effectivement, je voulais. Le PowerPoint a été préparé avant et vous allez voir, c'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui résonnent. Donc, cette carte postale de la Maison de la Culture de 1968, hein, la création de la Maison de la Culture de Grenoble, puisque une des origines de la culture scientifique, en tous les cas du mouvement à Grenoble, mais aussi qui a été en interaction avec tous les gens qu'on a cités, s'est traduit déjà à la Maison de la Culture en 68 par la création d'un secteur sciences à côté d'un secteur culture. C'est des choses que j'ai un peu travaillé et que j'ai documenté dans l'ouvrage La science en public, hein, qui a été édité à l'occasion des 30 ans du Centre de culture scientifique technique de Grenoble. Alors, je rappelle aussi qu'à l'origine, il n'y avait pas le I d'industriel. Bon, il y a plein de débats dans le débat, mais on était des CCST, hein, à l'époque. La création, c'était les centres de culture scientifique et technique. Et d'ailleurs, les premiers textes des années 70 parlent uniquement de culture scientifique. Le technique a été ajouté à la fin des années 70 et le I pour l'industrie a été ajouté dans le courant des années 80. Et ça aussi, c'est un travail pour vous, mes chers collègues de sciences sociales, intéressant d'aller creuser l'origine de ce I, le pourquoi ce I a été ajouté, puisque il y a plusieurs approches, plusieurs explications qui m'ont été apportées quand j'enquête sur le sujet assez divergentes. Et je voulais aussi citer, vous voyez son portrait, Hubert Curien. Je voulais aussi rappeler le rôle qu'a joué ce chercheur et surtout, je dirais, cet administrateur de la science en France. Puisque tu as parlé de Jean-Pierre Chevènement, évidemment, mais Hubert Curien a été aussi un des ministres de la Recherche, un ministre de la Recherche et de l'Espace, hein, le MRE à l'époque, dans les années 80-10. Et c'est aussi le père de la Fête de la Science, qui a été créée en 92. Donc ça aussi un élément structurant du champ de la culture scientifique et un élément structurant aussi dans l'histoire des CCST, puisque c'est à ce moment-là, je vais revenir un peu après sur les années 80, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont été vraiment investis, la plupart, dans ce rôle de coordination territoriale. Donc avant les, les, les discussions sur la gouvernance des années 2000-2010 avec Universcience, on en parlera un petit peu après, mais dès le début des années 90, les CCST se sont distingués par ce rôle-là. Alors quand je dis distingué, il y a pas de, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est pas pour dire que c'est mieux que les autres, c'est simplement que voilà, c'est différent. Il y a eu ce rôle de coordination. Hubert Curien, il était aussi président dans les années 70, je reviens un petit peu là-dessus, il était président du CNRS, il était le président du CNRS, et dans les années 70, et Philippe, tu l'as rappelé, il y avait déjà des actions de culture scientifique, il y a eu beaucoup, suite à mai 68, hein, il y a eu énormément de réflexions dans la communauté scientifique, et
Là, c'était un journal d'info de la Maison de la Culture de mai 73, vous voyez, donc c'est avant la création des CCST. Il y a eu une grande exposition organisée à la Maison de la Culture de Grenoble, qui s'appelle Sciences pour tous, une grande exposition avec trois thématiques scientifiques qui étaient produites par le CNRS, donc avec des chercheurs du CNRS, de Grenoble principalement, notamment un certain Jacques Blanc, physicien, qui va ensuite devenir le premier président du CCST, hein, c'est lui qui va être le président du CCST de Grenoble. Et puis ensuite, qui va être directeur général adjoint de la Cité des Sciences à Paris, j'en reparlerai un peu plus tard. Et dans cette exposition, on pourrait dire déjà que tout y est, hein, c'était il y a 50 ans, plus de 50 ans. Et en fait, ce qu'on voit notamment en gros, l'idée, c'est d'aller parler des sciences en train de se faire au public, hein, ce que faisait en fait le Palais de la Découverte depuis les années 30. Mais voilà, il y a un regain après mai 68. Parler des sciences en train de se faire et tout de suite être dans une position défensive. C'est la petite la petite flèche, c'est que l'idée déjà du Mercurien en 73, qui va reproduire en 92, 91 exactement, parce que la première fête de la science, elle est dans les jardins du ministère de la Recherche à Paris, et en 92, elle est essaimée à toute la France. Et dans les argumentaires, les premiers textes qui sont écrits par Curien pour la fête de la science, et déjà quasiment 20 ans avant à la Maison de la Culture, c'est il faut justifier les budgets qui sont attribués à la recherche publique, il faut que nos concitoyens soutiennent la recherche et acceptent le fait d'attribuer des budgets à la recherche et augmente régulièrement ces budgets. Il y a vraiment cette idée de la défense de la science, puisque on est, et donc ça a été aussi rappelé, hein, dans les années 70, avec des controverses sociotechniques déjà importantes, notamment c'est le nucléaire, qui agite beaucoup les esprits. Mais quand on regarde aussi un peu dans le détail les différentes thématiques de controverse, on va se rendre compte que, et notamment ça avait été traité déjà à la Maison de la Culture de Grenoble, à travers une grande exposition sur les problématiques liées à l'automatisation de la société, l'informatique qui était en train de naître, hein, l'informatique personnelle, et on a déjà une exposition aussi qui se prépare, qui va être une des dernières expos présentées à la Maison de la Culture de Grenoble sur l'automatisation de la société et les enjeux et les défis auxquels l'informatique peut répondre et auxquels la société civile notamment va être confrontée. Donc ça, c'est pour rappeler un petit peu ce rôle du mercurien qu'on va retrouver, hein, tout au long de ces décennies, la décennie 80, la décennie 90. Et pour celles et ceux qui étaient membres de l'AMSTI dans ces années-là, ça fait un peu vieux combattant, mais au décès à la mort du mercurien, un hommage lui a été rendu à l'AMSTI, dans le congrès de l'AMSTI, et pour tous les pères fondateurs, tu vas parler de Bernard Mett, on pourrait parler d'Alain Baritetzky, on pourrait parler d'autres pères fondateurs de la culture scientifique, Jacques Blanc à Grenoble. Pour les pères fondateurs, Hubert Curien était vraiment la figure de celui qui a lancé, développé, soutenu la culture scientifique en France. Hubert Curien, il a été après président du CNES et ensuite ministre de la Recherche et de l'Espace. Donc, dans cette introduction grenobloise, sans corico, mais avec quand même aussi le plaisir d'en parler, puisque Grenoble a été quand même assez innovant aussi en la matière. Donc, c'est évidemment la création de la casemate. Là, vous voyez l'image de gauche, c'est l'image avant l'installation du Centre de culture scientifique et technique dans la casemate, puisque pendant les Jeux Olympiques, c'est un espace qui avait été rénové pour les Jeux Olympiques en 68 à Grenoble. Et c'était une galerie commerçante avec des restaurants. Et donc, on venait dîner, les Grenoblois venaient dîner à la casemate. Et puis ensuite, c'est l'histoire donc du CCST de Grenoble, un des premiers qui a été créé, mais tout de suite après, dans les années 80, hein, d'autres ont été créés en région parisienne et puis à Lille notamment, puisque Bernard Armet a joué un rôle important. Et puis en Bretagne aussi, on pourrait en parler. Je vais essayer de me concentrer pour pas partir dans tous les sens. L'autre élément sur lequel je voulais revenir aussi dans cette introduction, et là aussi, ça a été évoqué, mais je voudrais ajouter aussi quelques éléments sur notamment la création de la Cité des Sciences et de l'Industrie en 1986. Donc là, pareil, c'est une carte postale et c'est le timbre qui avait été, je ne me souviens plus qu'il y avait un timbre qui avait été émis pour l'ouverture de la Cité des Sciences. Donc la Cité des Sciences, en fait, la spécificité qu'elle a eu, elle a eu dès l'origine, c'est d'abord d'avoir été séparée, enfin, à l'origine, l'idée, c'était de transférer le Palais de la Découverte au nord de Paris, à la Villette. Et puis finalement, le Palais de la Découverte a été maintenu et la Cité des Sciences s'est créée. Et elle s'est créée sur un modèle, alors tu l'as dit Philippe, effectivement proche de l'Exploratorium, enfin proche d'un mouvement international des Science Centers et de la communication scientifique.
faut rappeler aussi que l'exploratorium s'est créé sur la base du Palais de la Découverte, hein, puisque Oppenheimer, quand il a voulu, quand il a créé l'exploratorium dans les années 60 à San Francisco, il est beaucoup venu au Palais de la Découverte, il a beaucoup discuté avec les gens du Palais de la Découverte. Et l'exploratorium a été dirigé aussi par un Français, Goëri de la Côte, pendant de nombreuses années. Donc il y a une filiation assez forte entre la France et les États-Unis à travers les musées de sciences. Alors il s'appelle musée, bien qu'il n'ait pas vraiment de collection, mais à travers ces musées et ces centres de sciences. Et donc la Cité des sciences a été créée à un moment donné, dans les années 80, avec cette idée qu'on pouvait se passer de la médiation humaine, ça c'était le job du Palais de la Découverte, et partir plutôt sur des médiations audiovisuelles, alors on ne disait pas numérique à l'époque, mais automatisées, avec énormément de place pour les nouvelles technologies. Et ce terme, il est important, et surtout nous en Infocom, on a aussi une approche très réflexive de cette dimension, et cette dimension de la dimension numérique audiovisuelle, nouvelle technologie de la Cité des Sciences, elle est très importante parce que, quelque part, ils ont aussi, et à une échelle internationale, posé des jalons pour un renouvellement de la muséographie des sciences et un renouvellement des approches sciences-société. Alors, on ne parlait pas de ça à l'époque, mais de la culture scientifique, plutôt par le truchement de la technologie que par celui de la médiation humaine. Ça, c'est la première grande différence avec le Palais de la Découverte. Le deuxième élément aussi qui fait que la France a une position un peu particulière dans ce champ de la CST, c'est que le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences, n'a pas été créé non plus en relation avec le Musée des Arts et Métiers. Et donc, contrairement au Science Museum, au Deutsches Museum en Allemagne, qui sont des grands référents dans notre champ d'action, la Cité des Sciences s'est affranchie tout de suite du patrimoine industriel et scientifique et s'est pas intéressée à l'histoire des sciences et des techniques. Dans un premier temps, même si après, bon, il y a évidemment, il faut mesurer tout ça, mais pour aller vite, disons-le comme ça. Et cette dimension ahistorique a joué un rôle aussi assez important en France par rapport à une approche de la culture scientifique qui s'affranchirait de l'histoire et qui serait uniquement, exclusivement sur des enjeux contemporains et des enjeux sciences-société et des enjeux finalement très instrumentés, notamment dans une approche, dans une perspective plutôt de acceptabilité, je vais y revenir plus tard, mais en tous les cas d'appropriation des innovations et des sciences vues comme le moteur de l'innovation. Et puis, le troisième et dernier élément que je voulais aussi ajouter par rapport à la Cité des sciences, tu l'as un peu évoqué Philippe, mais c'est un élément qui est vraiment structurant du champ français, c'est le fait qu'elle capte tous les crédits de l'État. C'est-à-dire que la création de la Cité des sciences, en France, a fait que, ça a pompé 80%, 90% certaines années, des crédits attribués par l'État à la culture scientifique. Et je rappelle que, alors si Jack Lang a mis la Cité des Sciences dans le giron du ministère de la Culture, bon, pour des calculs, on va dire, en termes de budget, la tutelle réelle, entre guillemets, en tout cas la tutelle intellectuelle, a souvent été le ministère de la Recherche. C'est-à-dire qu'il y a cette ambiguïté-là entre, d'un côté, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui joue un rôle de tutelle intellectuelle et scientifique par rapport à la Cité des Sciences, et puis le ministère de la Culture, je parle des années 80, hein, là déjà, le ministère de la Culture qui, en fait, a la tutelle administrative et financière sur la Cité des Sciences. Qui fait que une des questions qui est vraiment une zone aveugle de cette histoire de la culture scientifique et en particulier des CCST, c'est la question du modèle économique de ces structures, puisque la plupart de ces structures ont été créées comme des associations issues du territoire, avec la problématique évidemment du financement et des crédits, d'où viennent les crédits, qui attribue des crédits au centre de culture scientifique issus des territoires, sachant que la politique nationale, en fait, flèche tout vers la Cité des Sciences. Avec, dans les années 80, dès l'origine, et Jacques Blanc, qui était le président du CCC de Grenoble à partir de 79, a été ensuite, on va dire, débauché en 86, et puis un peu avant pour participer à la mission de création de la Cité des Sciences, et est devenu le directeur général adjoint de la Cité des Sciences, où au début, il était en charge des régions. Et en fait, ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs avec cette idée de dire on a un centre de ressources pour les territoires. Et en fait, les crédits de l'État sont remaniés par la Cité des Sciences pour être redistribués, mais en portions très congrues, sur les territoires, et plutôt sous forme de produits, expositions, mallettes pédagogiques, etc., que en forme de financement qui permettrait de payer des salaires ou de payer les actions voulues ou portées par les territoires. Donc, je suis un petit peu long là-dessus parce que la Cité des Sciences, c'est un rôle aussi très structurant, positif et négatif. Hein, je veux pas émettre encore une fois de jugement de valeur là-dessus, mais c'est un rôle assez important dans cette histoire de la culture scientifique. Et puis, je voulais citer aussi Jean-Marc Lévy-Leblanc, et
je veux pas, ça a été déjà très bien expliqué, revenir trop en détail sur son apport. Je voudrais rappeler quand même une chose, c'est que c'est lui qui a créé la première fois le vocabulaire, un centre de culture scientifique et technique. Donc il a sorti ça dans plusieurs de ses textes. Bon, l'Esprit de sel qui est aussi qui regroupe plusieurs textes assez fondateurs. Il a aussi dit très clairement à cette époque-là que les sciences sociales devaient jouer un rôle particulier dans les CCST et que les CCST, alors certes, devaient être, enfin les scientifiques devaient s'impliquer puisque pour Jean-Marc Lévy-Leblond, il y a une dimension réflexive très importante dans la culture scientifique de la part de la communauté scientifique et ça s'inscrit dans toute la critique et l'autocritique des sciences qu'il a menée depuis la fin des années 60. Mais il faisait un appel très clair dans tous ses premiers textes aux sciences sociales pour jouer un rôle important, centrale dans les CCST. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, a pas forcément été vraiment entendu, ou en tous les cas, ce qu'on peut constater, c'est que ça n'a pas vraiment été mis en place, parce que tous les directeurs des CCST qui ont été nommés venaient tous des sciences physiques, géologues. Il y a eu beaucoup de géologues, hein. La géologie a fourni beaucoup de responsables de centres de sciences, et la physique de manière générale, plus que la biologie, et alors quasiment pas la sociologie et les sciences sociales. Donc, je voulais rappeler ça pour démarrer et pour terminer sur cette petite conclusion, sur l'idée que, en fait, et je reprends aussi ce qu'a très bien démontré Olivier Lasvernias, sur cette ambiguïté un peu fondamentale dans la culture scientifique. C'est-à-dire que la culture scientifique, elle a une ambiguïté qui peut conduire quasiment au quiproquo, hein, c'est-à-dire que sous ce vocabulaire, on va trouver des actions qui vont parfois dans des dimensions antagonistes ou en tous les cas qui sont pas du tout, qui visent pas du tout les mêmes objectifs, alors qu'ils se revendiquent de la même appellation, enfin, du même vocabulaire, culture scientifique, technique et industrielle. Donc une sorte de conglomérat comme ça de termes qui sont ultra problématiques ensemble et ce qui explique aussi qu'il y a eu autant de congrès de l'AMSTI ou de réunions ou de colloques sur les enjeux de définition en fait de ces concepts de CCST. Donc ça a été évoqué, donc je ne veux pas rentrer trop en détail, mais tout ça, du point de vue des modèles d'action hein, et des pratiques, clairement, le modèle dominant, et je dirais aujourd'hui encore, c'est quand même le modèle du déficit. Alors, il a été réexpliqué. Je pourrais le reformuler en disant que, et d'un point de vue d'acteur, hein, puisque j'étais effectivement à la direction du CCST de Grenoble pendant de nombreuses années, ça m'a été très clairement, en fait, très clairement dit, voire reproché quand je sortais des rails par le ministère de la Recherche. C'est-à-dire que l'enjeu, il est vraiment, il y a cette croyance hein, que le déficit de connaissances conduit à un refus des innovations, conduit à une méfiance vis-à-vis de la communauté scientifique, et que donc, plus on va apprendre les sciences aux gens, plus on va leur faire comprendre de quoi on parle, mieux ils vont accepter, mieux ils vont soutenir, en fait, les politiques publiques, qui sont des politiques qui visent l'innovation. Donc là, les OGM, évidemment, ont joué un grand rôle dans l'histoire de la culture scientifique, aussi à travers ce qu'on verra plus tard sur le tournant de la participation, mais sur l'idée du déficit, cette idée que en apprenant, enfin en expliquant les sciences, en faisant comprendre les sciences au public, le public acceptera mieux la connaissance. Elle est vraiment ancrée encore aujourd'hui, je veux dire très clairement, même s'il y a plein de réfutations de ce modèle, il y a plein de preuves comme quoi ce modèle finalement il ne fonctionne pas. Enfin cette idée que la croyance, que la confiance et la connaissance sont articulées de manière mécanique, ce modèle il est encore toujours en œuvre et c'est un élément qu'il faut aussi avoir en tête, y compris dans la question de l'ambiguïté, hein, dans cette clé de lecture des quiproquos et de l'ambiguïté, puisque certaines actions de CST qui vont pas se revendiquer qui vont pas s'inscrire dans ce modèle du déficit, vont être interprétées par les pouvoirs publics, par les scientifiques et parfois par les publics eux-mêmes, comme relevant de ce modèle, et ce qui peut poser là aussi, enfin ce qui peut conduire à des incompréhensions derrière. Ce que je voulais rappeler aussi dans cette question du modèle du déficit modèle, c'est que une notion qu'on utilise peut-être plus trop aujourd'hui, enfin, ou en tous les cas assez différemment, et qui était très à l'œuvre dans ces années 80 et 90, c'est la question de la citoyenneté. Et c'est la question de la démocratie à travers la science et la bonne connaissance. Donc cette idée que une démocratie moderne fonctionne à travers ce qu'on appelle la société de la connaissance, hein, c'était le traité de Lisbonne en 2020 au niveau européen, donc cette société de la connaissance qui fait qu'on imagine que
tout le monde est éclairé dans cette société moderne, démocratique. La connaissance est largement partagée et tous les enjeux liés à l'avancée des sciences et des techniques sont discutés au quotidien par tout le monde. Enfin, cette idée un peu utopique d'une société de savants, hein, clairement, avec cet enjeu de citoyenneté qui était très souvent utilisé aussi pour, d'un point de vue démocratique, pour permettre des choix éclairés lors du vote. Puisqu'il y avait, et ça, chevènement, dans les états généraux de la recherche dans les années 90, c'était aussi un élément qui a été fortement mis en avant, cette idée qu'il était nécessaire d'éclairer les publics pour qu'ils fassent des choix en toute raison à chaque élection et qu'ils soient capables d'analyser les programmes des uns et des autres, aussi sous l'angle des programmes de recherche et de développement scientifique et technique. Donc ça c'est l'élément aussi important qu'on entend un petit peu moins aujourd'hui. Alors pour avancer, pour pas m'éterniser sur ce modèle-là et venir aussi aux années plus récentes, on a dans la culture scientifique eu pas mal à faire aussi avec ce qu'on appelle le tournant de la participation, hein, ça a été, Philippe en a parlé, hein, le bug de l'an 2000, enfin, depuis Tchernobyl, on va dire, jusqu'à 2005, il y a vraiment cette période-là, ces 10 années-là, où, alors on met tout un peu dans le même sac, même si les choses n'ont rien à voir avec elles, mais l'affaire du sang contaminé, l'encéphalie spongiforme bovine, la crise de Tchernobyl, les préoccupations environnementales qui montent, les OGM, et puis après les nanotechnologies. À Grenoble, on a su, on en a, on a bien vu les controverses. Donc on a toute cette méfiance qui, on va dire, ou en tous les cas, plus qu'une méfiance, cette critique, hein, parce que c'est pas que de la méfiance, c'est aussi des critiques qui sont fondées par rapport à des perspectives ou des programmes de R&D, de recherche-développement technologique soutenus par les pouvoirs publics qui sont pas forcément souhaitables du point de vue d'une partie croissante de la société. Et on a cette nécessité, cette envie, à la fois, on va dire bottom-up, qui vient du terrain, des citoyens de participer, de contribuer, de débattre, voilà, d'apporter leur contribution à des politiques de recherche. Et puis, de la part des pouvoirs publics, une préoccupation, on a cité Mark Lipinski, par exemple, hein, qui avait mis en place l'EPICRI, effectivement, dans les années 2000, qui était un outil de gouvernance participative pour la région Île-de-France. Il y a eu notamment la question des nanotechnologies a été travaillé par ces piqueries. Il y a eu des conférences de citoyens qui ont été mises en place avec cette idée, alors beaucoup portée par les partis écologistes, que on pouvait aller vers une démocratie participative avec un poids accru des citoyens, une participation plus importante des citoyens dans plein de domaines, dont les domaines scientifiques et techniques, et que par rapport au choix d'orientation scientifique et technique, les citoyens avaient leur mot à dire et pouvaient participer à l'élaboration des politiques. Donc, cette participation, ce tournant de la participation, on l'a vécu dans les CCST de manière assez forte puisque ça a orienté des nouveaux projets, des nouvelles façons d'agir. On a parlé, enfin, a été évoqué rapidement la question des Fab Labs, la question de l'appropriation par les citoyens des techniques, des technologies. Ici, c'est quelques images notamment du Fab Lab qu'on avait créé à Grenoble il y a plus de 10 ans maintenant grâce aux investissements d'avenir dans le programme InMedia, avec cet enjeu aussi d'appropriation des sciences et des techniques, et notamment des technologies numériques, puisque le Fab Lab, il ne faut pas oublier que c'est aussi beaucoup de numérique et beaucoup d'appropriation des valeurs de la culture numérique, qui sont l'open source, etc. Enfin, un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes valeurs que celles de la culture scientifique, mais en tous les cas, il y a une porosité, notamment en termes de culture technique, voire industrielle. Donc, une participation forte d'un certain nombre de citoyens dans cette réappropriation des cultures techniques et numériques. Et puis, ça a été dit, et c'est marrant que tu aies parlé de Voices, parce qu'effectivement, à l'époque, à Grenoble, on était partie prenante dans ce projet européen Voices. Là, je voudrais souligner, en fait, la dimension très structurante aussi de l'Europe. Par rapport à ce tournant de la participation. J'ai vu Elga Novotny aussi qui était cité quelque part. Enfin, c'est des gens qui ont eu un rôle dans la structuration et le financement des projets sciences avec et pour la société. Dans les années 2000, 2006, 2007, moi j'ai commencé les premiers projets européens en 2005 sur les nanos. Et puis au 5e PCRD. Dans le 6e PCRD, il y a eu la création d'un département sciences-société. Déjà avant le 7e PCRD, il y avait déjà un département qui était dirigé par un Français à l'époque. Et puis ensuite, le 7e PCRD, effectivement, a mis en place enfin, encore plus de dynamique. Et puis maintenant, ça a disparu avec cette idée que, un peu comme dans ça me rappelle aussi les plans État-région,
où on dit bah, la culture, non, ça n'a pas besoin d'être dans le plan État-région parce que la culture, elle est partout, hein, voilà, donc on n'a pas besoin d'en parler. Et donc là, par rapport à l'Europe, c'est un peu ça l'idée, c'est bon, ok, les citoyens, bien sûr, mais ils sont partout, donc pas besoin d'en parler. Et donc, cette dimension participative à travers des projets européens qui travaillaient à l'échelle justement du continent, hein, c'était ça qui était assez passionnant à l'époque, mettait en mouvement des communautés, enfin des communautés, des gens, des publics, des citoyens, avec cette volonté de s'impliquer, de donner leur point de vue à travers toute une série de dispositifs. J'ai parlé de conférences de citoyens, mais il y a les ateliers scénarios, les futurs workshops, enfin, il y a un certain nombre de dispositifs. On peut aussi dire que ces années 2000-2010, ça a été l'explosion de l'ingénierie sociale ou l'ingénierie de la participation avec aussi des agences qui se créent, des consultants qui se développent et qui produisent en fait de l'infrastructure, on va dire, hein, c'est-à-dire qui oublient un petit peu la finalité de la participation, mais qui construisent de la méthode, qui construisent du process, qui va être beaucoup capté par les pouvoirs publics pour finalement faire de la participation en restant dans la démocratie représentative sans aller trop vers la démocratie participative. Et ça, c'est un des écueils, une des ambiguïtés là aussi de cette participation et notamment dans lesquelles nous, on a été, nous, les centres de sciences, les acteurs de la CST, on s'est parfois fourvoyé où on a été un peu instrumenté, on va dire, aujourd'hui, par des pouvoirs publics qui, sous couvert de participation avec un enjeu de prise en considération du point de vue sociétal ou en tous les cas de citoyens, finalement, amuser la galerie, si je peux le dire comme ça, pour que pendant que les choses sérieuses se font à côté, c'est ce qu'on m'a dit un certain politique que je citerai pas aujourd'hui, mais voilà, pendant que vous amusez le public, nous on bosse, et donc c'est un petit peu pareil, comme on me disait, bah toi tu bosses, tu fais de l'éthique avec le public, et puis nous on fait du développement technologique. Voilà, donc il y a toujours un peu ce découplage et cette problématique quand on veut vraiment associer les citoyens et quand on veut vraiment avoir une approche critique et une approche inclusive de la science, une approche participative. Il y a quand même cette difficulté avec le politique, puisqu'il faut jamais oublier quand même que la science, c'est aussi, et la technologie et l'innovation, puisque là, on est aussi dans les années où l'innovation, ça devient le maître mot, hein, le mot-clé dans tous les programmes, dans tous les politiques et aussi les projets culturels. On se retrouve à, en fait, être aussi dans vraiment une dynamique d'acceptabilité de ces politiques et tout ce qui serait tout ce qui conduirait à bifurquer, à aller vers d'autres enjeux et soit systématiquement réapproprier soit traité d'obscurantiste et de choses pas intéressantes pour rester sur ce vocabulaire. Alors, pour avancer, je voudrais, ah, zut, voilà, pour avancer, je voulais euh, faire une proposition avant de conclure sur ce qu'on pourrait appeler le tournant du sensible en me décalant un peu dans ces années, enfin vers aujourd'hui, avec une prise en compte aujourd'hui, et un élément important, je pense, en tous les cas, nous, sur le terrain, qui nous revient très fortement, c'est la problématique, pour dire vite, de l'éco-anxiété et la problématique du changement climatique, des transitions, enfin, de la situation telle que vous la connaissez, hein, environnementale, et cette prise de conscience aujourd'hui qui a vraiment, euh, qui fait consensus, hein, on va dire. Et c'était bien que tu rappelles, Philippe, que les premières conférences de citoyens à Cité des Sciences parlaient du changement climatique comme une sorte d'opinion, hein, et essayer enfin, une controverse en tous les cas, pour savoir si c'était réel ou pas. Et je rappelle qu'on a eu un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui était scientifique de la géologie, qui était un des climato-sceptiques notoires quand même. Et c'est même lui qui avait dit que la fête de la science, c'était pas les associations, c'était vraiment les scientifiques, et enfin, qui rejetait absolument toute approche critique de la science et toute approche distanciée ou réflexive de la science. Je l'ai bien connu pour ça. En tout cas, ce que je propose aujourd'hui, c'est cette réflexion autour d'un tournant du sensible. Alors, je veux faire référence évidemment à ces enjeux, enfin ce qu'on appelle aussi art science, puisque c'est aussi une des modalités de la culture scientifique. Alors, je sais qu'elle est en débat, c'est en discussion, c'est quelque chose qui est toujours, et c'est intéressant à interroger. C'est quelque chose qui est né, enfin qui est né, qui s'est développé fortement à Grenoble aussi, hein, puisque on est à Grenoble, donc vous avez évidemment entendu parler de l'atelier art science, vous connaissez tous l'Hexagone de Mélan, bien sûr, et les dynamiques dès les années 2000, qui ont été à l'œuvre avec le CEA notamment et avec l'université Grenoble-Alpes, hein, il y a eu il y a des configurations diverses qui ont été mises en place, il y a eu des festivals qui ont été créés, il y a le dernier en date, c'est Experimenta, hein, qui est présenté euh, à Minatech. Et donc le sujet, c'est voilà cette approche art science finalement,
qu'est-ce qu'elle traduit, enfin, à quoi elle répond? Est-ce qu'elle répond à des attentes sociétales? Est-ce qu'elle répond à des commandes politiques, à quoi, ou des commandes scientifiques, à quoi elle répond? Et là, sans rentrer dans tous les débats, je voudrais justement en parler à travers peut-être aujourd'hui ce qui est cet enjeu de l'éco-anxiété, cet enjeu en fait de la question des futurs et la question de comment se projeter aujourd'hui dans le futur. Donc là, j'ai repris l'affiche de Gaia Global Circus, le projet de Bruno Latour, hein, avec mis en scène par Frédéric Aïtouati, notamment, puisque Bruno Latour a joué un rôle aussi important intellectuellement, évidemment, dans la communauté euh, des sciences sociales et plus largement française, mais aussi pour les acteurs de culture scientifique. Ça a été aussi quelqu'un qui nous a bousculés et ça a été aussi quelqu'un qui a ouvert des perspectives. Donc d'un point de vue, pour le dire vite, on pourrait dire proposer trois finalités, ou en tous les cas, il y a trois moments pour moi dans cette histoire de art science et de ce tournant du sensible qui sont à prendre en compte. Le premier, le premier moment, et ça c'est une expo qu'on avait faite en 2009 avec le groupe Ezekiel qui était parti de technologies, notamment développées par le CEA, beaucoup de technologies numériques, des capteurs, des technologies digitales, et puis qui se les étaient appropriées pour les emmener dans des univers complètement délirants, steampunk, enfin voilà, des esthétiques qui n'ont rien à voir avec l'esthétique industrielle et des esthétiques assez singulières, propres à leur univers artistique. Et l'idée travers à travers ces installations, c'est de dire finalement que Ézéchiel et d'autres hein, s'inscrivent, et toujours aujourd'hui, il y a plein de projets art sciences qui s'inscrivent dans cette idée d'une créativité très ouverte, une créativité qui s'empare de la technologie pour développer d'autres imaginaires. Donc, l'idée que la technologie va générer plein de nouvelles idées aussi, avec une sorte de déterminisme de la technologie, notamment dans le numérique, on trouve beaucoup ça. Le numérique arrive, donc il va y avoir des nouvelles écritures, donc il va y avoir des nouveaux récits, donc il va y avoir des nouvelles approches, donc il va y avoir des nouvelles relations avec les visiteurs, les publics, etc. Donc toujours cette idée un petit peu prométhéenne que voilà, une nouvelle technologie va ouvrir de nouveaux champs esthétiques, de nouveaux champs artistiques. Ça permet de promouvoir l'innovation. Pour les technologues, pour les ingénieurs, bah, c'est intéressant parce que ça donne d'autres visions de leur technique, de leurs produits, de leur production. Et donc là, on est vraiment dans cette idée de l'innovation créative, dans cette idée de la classe créative aussi que décrivait Richard Florida, avec cette idée de il faut mélanger tout le monde, hein, c'est pluridisciplinaire, on met des artistes avec des ingénieurs, avec des start-upers, on met un peu d'argent public dedans, et puis voilà, ça va générer forcément de l'innovation, ça va déboucher sur des start-up, ça va créer de l'économie. Voilà, on a cette approche qui n'est pas du tout dans la dimension critique, évidemment, qui est dans une dimension beaucoup plus instrumentale, enfin, d'utilisation des technologies pour développer des imaginaires, et il va en ressortir, il en ressortira toujours quelque chose qu'on va pouvoir exploiter, qu'on va pouvoir utiliser. Donc, je dirais ça, c'est un des premiers courants. Un deuxième courant sur art science par rapport à cet enjeu, c'est la critique et l'artiste comme canari, hein, donc c'est l'image de Gaulle. Donc ça, je reprends l'expression à Michael, le directeur de la Science Gallery à Dublin, à Michael John Gorman, qui a donc créé des centres de sciences, le premier centre de sciences au monde orienté vers art et sciences, qui a intégré en fait cette articulation entre artistes et scientifiques pour le public hein, et pour des objectifs évidemment de partage des savoirs et de mise en société des sciences. Donc l'artiste comme canari, c'est-à-dire le canari hein, dans les mines, c'est celui qu'on met, on le mettait devant et s'il y avait du gaz dangereux, bon bah voilà, le pauvre canari, il pouvait y rester et du coup les mineurs savaient il fallait reculer. Donc c'est cette idée de l'artiste qui va explorer des futurs possibles et qui va en fait révéler des problématiques. Là, il y a Eduardo Katz avec son petit lapin, hein, son GFP Bunny, à l'époque des manipulations génétiques des OGM. Il a monté tout un projet avec l'INRA à l'époque en France pour transférer des gènes de méduse dans un lapin pour le rendre fluorescent et avoir un lapin fluo qu'on peut voir dans la nuit. Et son projet, on sait pas si le lapin a été fait ou pas parce qu'au début, l'INRA a vraiment travaillé sur le projet, mais on n'a jamais vu le lapin terminé. Et par contre, ça a permis de mettre le débat sur cette question de la transgenèse et sur les limites éthiques de la manipulation du vivant. Donc ça, c'est l'artiste
comme explorateur de ces futurs possibles et parfois de ces futurs négatifs. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans des enjeux de éco-anxiété avec la fin du monde annoncée, hein, la collapsologie, avec les dystopies qui se démultiplient à travers cette angoisse liée au changement climatique et notre incapacité à trouver vraiment des voies alternatives, ou en tout cas à nous engager massivement dans les voies alternatives. Et c'est pas l'élection aux États-Unis récente qui va nous aider pour ça. Et donc, par rapport à cette question de l'éco-anxiété, nous, on se rend compte dans les centres de sciences, dans les musées, que nos publics et nos jeunes publics, notamment, y compris adolescents, jeunes adultes, sont très imprégnés de cet imaginaire et sont très imprégnés par cette inquiétude par rapport au futur et par rapport à l'anxiété. Et donc, l'idée de ce tournant du sensible, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte aussi, et quand on a travaillé sur l'esprit critique, quand on travaille, par exemple, sur les platistes, sur toutes les controverses, sur toutes les fake news qui sont diffusées, notamment sur les réseaux sociaux, on se rend compte que il y a toute une série d'arguments ou de raisons sur le fait, enfin, qui sont mobilisés par des gens sur le fait que bah, quand la connaissance fait pas plaisir, on la rejette. Hein. Quand la connaissance elle fait peur, voilà, on la rejette, on n'a pas envie de s'y intéresser. Et ça, c'est une des nouvelles problématiques auxquelles on est confronté en CST, c'est-à-dire que finalement, on parle très souvent aux convaincus. On va avoir dans les publics beaucoup de gens qui sont convaincus parce qu'on va ils attendent en fait de renforcer leurs convictions par les actions qu'on va mettre en place. Par contre, quand les connaissances, les scientifiques, quand les savoirs ne leur font pas plaisir ou ne vont pas dans le sens qu'ils attendent, là, ces publics sont très récalcitrants. Et donc, on a cette problématique d'une prise en compte de l'émotion et du sensible. On l'a vu, nous, à de nombreuses reprises, hein, dans nos expos, y compris les gens qui sont convaincus, voilà, ont des difficultés à se projeter vers le futur. Et une des réponses possibles, c'est justement à la fois de prendre en compte les émotions qui sont suscitées par les connaissances dans les pratiques de CST. Donc, nous, on fait des cartes émotionnel dans nos expos, par exemple, qu'on travaille sur la conception d'une exposition, et puis aussi de se projeter dans alors ce qu'on a appelé, nous, au Quai des Savoirs, les futurs désirables, mais c'est problématique aussi, puisque ce qui est désirable pour l'un ne l'est pas pour l'autre. On en est très conscient, et l'idée, c'est pas de normer des futurs alternatifs, mais c'est bien d'ouvrir la porte à des futurs alternatifs, et aussi à des futurs désirables, parce que on a tellement de futurs non désirables dans les dystopies de la pop culture qu'on a envie d'aller vers autre chose. Et donc, l'idée, c'est d'ouvrir à travers ces dimensions sensibles, donc vous voyez, qui n'est pas simplement art et science, mais qui est vraiment une prise en compte de la dimension émotionnelle, de la dimension irrationnelle, on pourrait dire, ou non rationnelle de l'humain dans l'appropriation des savoirs et dans la projection de ses propres savoirs et de sa situation. On a parlé de savoir situé tout à l'heure, on est complètement là-dedans, dans cette projection vers des futurs et comment mes enfants, comment moi, jeune, ou moins jeune, je me projette dans les années à venir. Qu'est-ce que la science, à la fois, peut pour moi, sachant qu'elle ne pourra jamais tout, et comment on peut construire des propos, ou en tous les cas discuter de ces questions, sans forcément dire, de toute manière, il y a des solutions technologiques, il y a un solutionnisme technologique qui est là, donc ne vous inquiétez pas, la science répondra toujours à vos problèmes. Donc là, ce qu'on essaye, nous, de faire, et on est nombreux dans le champ de la médiation scientifique, c'est bien toujours de refuser ce scientisme 19e, tout en remettant la science dans le jeu, parce qu'il ne s'agit pas de déqualifier la science et de dire bah, c'est à cause de la science qu'on est dans la situation dans laquelle on est, parce que c'est absolument pas la réalité. Alors la technologie, c'est un autre sujet, et l'industrie, c'est encore un autre sujet. Mais en tous les cas, sur un plan de la culture scientifique, c'est pas le sujet. Et donc, la question, c'est comment on peut réintroduire de la science dans les réflexions sur les transitions. Et donc, c'est ma conclusion, en fait, sur ces différentes finalités pour la CST, puisqu'on a parlé de plein de choses différentes. C'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent entremêlé, mais c'est vrai que on a tous ces mots-clés, l'éducation, la citoyenneté, l'innovation, les transitions, avec un point d'interrogation aussi pour terminer sur l'enjeu de la neutralité, puisque ça, c'est quelque chose que on n'a pas, j'ai pas évoqué directement, mais c'est un grand débat qui mobilise le champ de la CST depuis l'origine, je dirais, puisque ça a été, pour boucler avec le début, un des points à l'origine
l'origine d'un schisme entre les animateurs culture de la Maison de la Culture de Grenoble et les animateurs sciences de la Maison de la Culture de Grenoble, puisque, d'après ce qu'on m'a raconté quand j'ai enquêté auprès des acteurs de cette époque, les animateurs culturels disant, nous, on prend position à travers des programmations et à travers des points de vue qu'on va défendre dans de la création artistique, alors que les animateurs sciences disaient, nous, on prend pas position, c'est à vous de vous faire votre idée, nous, on transmet le savoir, et donc c'est à chacun de se faire son idée à partir d'une connaissance raisonnée donc du sujet, d'une thématique scientifique. Voilà, pour terminer rapidement cet exercice un peu complexe à distance. euh, je crois que je vais m'arrêter là, Marie-Christine. Je dois être à peu près dans mon timing et puis je préfère laisser du temps à la discussion aussi.